Bonjour Pascal Chanteur. Bon, merci de nous accorder cette petite interview sur Cyclisme Actu. Bon, pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, bien sûr, on se souviendra de votre carrière professionnelle entre 91 et 2001. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que vous faites maintenant? Bah, écoutez, bon, merci de m'accueillir, merci pour cette interview. Donc bonjour à toutes et tous. Et alors moi, vous l'avez dit, j'ai été coureur cycliste pendant 11 ans, des années merveilleuses, hein, un métier passionnant, difficile mais passionnant. Et suite à cette carrière de coureur cycliste professionnel, j'ai souhaité m'impliquer, comme je le faisais d'ailleurs quand j'étais coureur, au sein du syndicat parce que je pense il est important et très intéressant de s'impliquer dans son métier. Le métier de coureur cycliste, c'est pas uniquement appuyer sur des pédales et encore moins aujourd'hui, plus qu'avant d'ailleurs. C'est aussi s'attacher à comprendre et à faire évoluer son métier de coureur cycliste et ce qui l'entoure au quotidien et qui plus est qu'aujourd'hui où la professionnalisation s'est accentuée, ça prend tout son sens. Mhm. Et justement, vous avez... Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis président du syndicat donc de l'UNCP, Union nationale des coureurs cyclistes professionnels. Il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas que moi, hein, j'en suis le président, mais il y a Jean-Claude Cuchera, il y a Xavier Jean, il y a Christophe Agnoloto, il y a Carlos Dacruz qui participent, donc des anciens coureurs, que Jean-Claude, un ancien chef d'entreprise. Et puis, je suis vice-président au niveau du CPA. Le CPA, le Cyclisme Professionnel Associé, c'est le syndicat mondial où Adam Hansen en est le président, Xavier Jean en est le trésorier. Et puis, je suis aussi récemment le président de la FNAS, Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs professionnels. Ça regroupe le foot, le hand, le basket, le rugby, le volley et le hockey sur glace. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir être tous solidaires les uns et les autres pour faire évoluer le métier de sportif professionnel. Mhm. Voilà. Justement, pour s'attarder un peu sur l'UNCP, est-ce que vous pouvez un peu nous dire bah, justement enfin, à quoi ça sert pour ceux qui ne connaissent pas, et un peu quelles sont vos principales missions? Alors, l'UNCP, ça a été le premier syndicat professionnel de sportifs professionnels. Il a été créé par Jean et Louison Bobet, hein, ça revient donc déjà loin, hein, plus de 70 ans. Il a été créé avant même les footballeurs qui nous ont emboîté le pas. Et ben, le syndicat, il est là avant tout. Alors, on dit syndicat, ça n'a aucune connotation politique, hein. Ça, c'est très important et on y tient. Ce syndicat, il a juste un but, c'est d'accompagner et de soutenir les sportifs professionnels et en l'occurrence les coureurs, cyclistes professionnels, durant leur métier, durant leur carrière, mais aussi leur après-carrière et sur tout ce qui peut les contrarier dans leur quotidien, que ça soit d'ordre juridique, que ça soit d'ordre fiscal, que ça soit d'ordre santé, où on peut les accompagner aussi sur un certain nombre de moyens et de réseaux pour pouvoir les encadrer au mieux durant leur carrière et après. Et après, le syndicat, encore une fois, c'est à l'image de ce que peut être, parce qu'on est un vrai syndicat professionnel, un peu comme la CGT et la CFDT, pour ne pas les citer. Mais comme je l'ai dit auparavant, et je ne vais pas me répéter, sans cette connotation syndicaliste pure et dure, il nous arrive de ne pas être d'accord avec les gens avec lesquels nous collaborons au quotidien, que ce soit les équipes, les organisateurs ou les institutions mais c'est toujours dans un climat de bonne collaboration et d'intelligence. Mhm. Justement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle est la différence, quelle est la collaboration, on va dire, entre l'UNCP et le CPA, donc qui est donc enfin, d'un côté c'est le syndicat français, et de l'autre côté c'est celui international, donc pour tous les coureurs mondiaux. Comment ça se passe entre ces deux entités?
Alors, pour bien comprendre dans l'organigramme du cyclisme, le syndicat, l'UNCP, n'a qu'une connotation nationale. Donc, nous traitons avec les équipes françaises, donc par le biais de leur association qui les représente, l'AC 2000. Nous discutons aussi avec le ROC, qui est l'organisation qui représente les organisateurs français, et on travaille en bonne collaboration au sein d'une entité qui s'appelle la Ligue nationale de cyclisme, la LNC. Et alors, on travaille sur un certain nombre de dossiers en collaborant sur un certain nombre de choses, mais on peut des fois aussi, là hier j'avais une réunion sur une commission paritaire où là c'est les employeurs et les salariés, leurs représentants, qui discutent d'un certain nombre de choses qui peuvent faire avancer le quotidien des coureurs ou aussi qui mettent en évidence des difficultés que peuvent rencontrer les équipes professionnelles. Et Dieu sait qu'elles peuvent en rencontrer parce qu'elles sont soumises à une concurrence mondialisée. Et donc, c'est tout l'importance. Et par contre, le CPA, donc la représentation des coureurs au niveau mondial, l'UNCP y siège avec deux sièges, donc Xavier Jean et moi-même, qui en est le vice-président, et on y siège pour des problèmes d'ordre international. Je dois passer par l'intermédiaire du CPA pour faire remonter des problèmes que pourraient rencontrer les coureurs français au niveau international pour pouvoir les défendre auprès des institutions internationales, que ça soit l'UCI ou que ça soit les équipes par le biais de leur association aussi, qui s'appelle l'AIJCP, ou que ça soit les organisateurs qui s'appellent l'AIOC, qui les représentent pour mettre en exergue un certain nombre de difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et il y a un des problèmes majeurs, notamment de ces dernières années dans le cyclisme pro, c'est bien sûr le problème de sécurité dont on entend énormément parler. Quel est un peu votre rôle en tant que, enfin, avec ces syndicats-là tout simplement pour préserver la santé des coureurs? Alors, au niveau national, on y siège au sein de la Ligue et on fait remonter un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, au sein de la Ligue, il y a une commission de sécurité où on audite régulièrement les organisations de course qui pourraient avoir des problèmes en amont, parce qu'on préfère pouvoir travailler plutôt que d'être dans la réaction suite à un événement dramatique ou à des problématiques qui auraient pu avoir lieu. Donc, on fait déjà un gros travail de sensibilisation en amont. Donc, systématiquement, avant chaque période de course, c'est-à-dire un mois avant en général, on auditionne l'intégralité des courses qui vont avoir lieu le mois suivant, ce qui permet de pouvoir mettre en exergue des problématiques que certains organisateurs auraient pu avoir dans les derniers moments de l'organisation de leur épreuve. Ça, c'est en France. Au niveau international, on travaille au sein de Cypher. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler, mais pour nos spectateurs, Cypher, c'est l'UCI qui a mis en place ce genre de choses. C'est un organe indépendant qui permet de pouvoir mettre en évidence des problématiques qui ont pu avoir lieu. Et c'est là où là, moi, je suis assez critique sur des problématiques qui auraient pu avoir lieu. Et là, on est dans la réaction. Donc, je déteste travailler dans la réaction parce que ça veut dire qu'il y a eu un souci et il vaut mieux pouvoir travailler tranquillement pour qu'il n'y en ait pas. Les avancées qu'on a pu avoir, bah, par exemple, l'homologation des barrières inclinées en font partie. Ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour des arrivées en sécurité. Au lieu d'avoir les barrières qu'on a l'habitude de voir sur des lignes d'arrivée, aujourd'hui, il y a une homologation d'avoir une barrière inclinée sur les lignes d'arrivée. Là, dans très peu de temps, on a obtenu le fait qu'il y ait une homologation de la signalétique de sécurité, c'est-à-dire de la panneautique pour plus communément, qu'elle soit totalement identique
dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un coureur qui viendrait en Asie, sur un continent, sur le continent asiatique, ou, si, ou Amérique du Sud, ou Amérique, ou Afrique, il aurait systématiquement les mêmes formats, les mêmes couleurs et les mêmes calligraphies de panneaux-tiques. Ça n'existait pas et c'est quelque chose de fondamental. Comme ça, le coureur, eh bien, il n'est pas surpris, il a l'habitude et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis après, ben, sur le matériel, il y a des commissions qui sont mises en place pour travailler parce qu'on voit bien que le cyclisme va de plus en plus vite et de plus en plus rapide. Le matériel qui leur est mis à disposition par les industriels, eh bien, il est ce qu'il est, hein. On peut pas empêcher la technologie de s'améliorer. Mais par contre, la voie publique, elle, elle s'améliore au quotidien pour diminuer les vitesses. Et nous, on arrive sur cette voie publique toujours de plus en plus vite. Donc, on doit légiférer sur ce genre de choses. C'est pour ça aussi qu'on tente des expériences aussi, hein, le fait de mettre en place des tests sur les braquets limités en font partie. Voilà. Mhm. Bon, justement, là, vous me tendez une perche. Les, les braquets limités, ça aurait dû être essayé sur le Tour de Guangxi en fin d'année. Sauf qu'il y a eu une plainte de la part d'un des constructeurs, SRAM pour pas le nommer, qui a saisi une institution belge pour concurrence déloyale et compagnie. C'est de votre côté, quand on a appris ça, est-ce que c'était un peu quoi, de l'incompréhension, de la frustration, d'essayer de mettre des trucs en place, mais qu'au final ça marche pas? On sait qu'il y a des coureurs qui ont dit que ça pourrait changer quelque chose, d'autres qui ont dit que c'était pas le principal problème, les braquets. Quelle est un peu votre vision là-dessus? Ah bah, moi, ma vision, je ne fais, je ne suis qu'un représentant de nos adhérents. Nous, les membres de l'UNCP, on n'est que ça, c'est-à-dire on est les porte-parole. Première chose, il faut savoir qu'un coureur en activité, de parler sur ce genre de choses, il n'en a pas la capacité. Pour la bonne et simple raison qu'il ne peut le faire que sous le sceau de l'anonymat, parce qu'il est employé, il est salarié, et il a un devoir de confidentialité pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, les constructeurs sont aussi les partenaires des équipes. Donc, à partir de là, il ne peut pas aller à l'encontre. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes le réceptacle de leurs préoccupations. Et nous, on est là pour faire valoir leurs demandes. Et oui, et oui, sur un certain nombre de sujets, là où je suis véritablement inquiet et en colère, c'est par exemple ben, la plainte qui a été déposée par un des partenaires, parce que nous, on est pris en otage. Parce que les industriels, eux, ils sont là pour mettre en place des avancées technologiques qui sont des fois très bonnes, hein, pour la sécurité et autres, mais qui des fois nous mettent en difficulté. Je vais prendre un exemple type, les freins à disque. Les freins à disque, on voit bien que dans le quotidien, c'est quelque chose qui peut être très positif sur un certain nombre d'utilisations, mais qui peut devenir dangereux à d'autres. Exemple, du freinage, du freinage anticipé, c'est parfait. Le frein à disque, il est parfait. Parce que, on est en capacité de pouvoir réguler la pression sur les leviers de frein et autres. Mais dans du freinage d'urgence sous mauvais temps, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le frein à disque aujourd'hui, le disque sur des chutes collectives, c'est un danger. Ça l'a démontré. Il y a eu des coureurs avec des coupures bien distinctes et sur lesquelles les industriels ont étouffé systématiquement ce genre de choses. Par forte température, avec des freinages excessifs dans des descentes, c'est un problématique. C'est un problème. Alors pour nous, les professionnels, il n'y a pas de souci, parce que les descentes, c'est maîtrisé, ils ne freinent pas systématiquement, mais ça peut l'être lors de manifestations de masse,
comme des cyclosportives et autres. Et d'ailleurs, il y a eu des accidents sur ce genre de choses. Donc, sur les braquets limités, ben, c'en est l'exemple là, où un des industriels a fait valoir un certain nombre de choses et où je trouve que bah, c'est pas le lieu parce que pour la bonne et simple raison ce qui doit en premier lieu nous interpeller, c'est la sécurité des utilisateurs et en l'occurrence les coureurs cyclistes professionnels. Un peu à l'image de la Formule 1, que la Formule 1 a très bien su réglementer sa sécurité, mais il a fallu attendre des morts. Rappelez-vous, ça n'est apparu qu'à partir du moment où Ayrton Senna est décédé à Imola. Donc, s'il faut attendre ce genre de choses pour pouvoir agir, c'est dramatique. Des choses qui Et, sont déjà arrivées d'ailleurs. On se rappelle quand c'était en 2022 ou 2023, si je dis pas de bêtises, il y a Gino Mader qui est décédé. L'année dernière, il y a l'athlète suisse Muriel Führer. Ce qui a un peu, bien sûr, ben, fait se poser des questions un peu à tout le monde concernant la sécurité. Mais oui, c'est un problème qui, avec notamment, vous l'avez dit, les vitesses, mais enfin, tout ce qui va avec, qui rend la course de plus en plus dangereuse, de plus en plus de mobilier urbain et compagnie. Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs à ceux qui disent que, bon, il y a plein d'organisations, on les a citées, l'UCI, le CPA, Safer et compagnie, mais les gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'actions, en tout cas les actions pas rapides, enfin qui ne sont pas assez rapides, pardon, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? alors, je suis assez d'accord parce que j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite encore. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous savez, vous avez aussi des machines parce que on rentre dans le monde institutionnel et à un moment donné, il y a aussi des points juridiques. Et ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, on est dans une époque, et je le regrette, hein, je suis le premier à le regretter parce que je fais partie des hommes d'action et j'aime que quand il y a un problème, on puisse y répondre très vite pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur rapidement. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et juridiquement, il faut être cadré. Il faut que l'ensemble puisse être d'accord sur sur ce genre de choses. Le nerf de la guerre aussi, l'argent, ça rentre aussi en ligne de compte. Moi, ce que je remarque, c'est quand même, il y a deux choses. Sur les installations, aujourd'hui, on voit bien que grand nombre d'organisations, et en l'occurrence beaucoup en France aussi, mais aussi à l'étranger et sur les grosses organisations, parce qu'il y a le World Tour, mais il y a aussi les courses Pro Series euh, et les classes 1 qui sont des fois en difficulté financière, mais qui mettent aussi énormément l'accent sur la sécurité. Donc ça, il faut quand même leur reconnaître ça. Alors, il peut y avoir des défaillances à certains moments, mais ils font leur maximum pour pouvoir évoluer et on le voit au quotidien. Pour les World Tour, il y a quand même des épreuves qui gagnent beaucoup d'argent et on voit aussi que c'est quand même les mieux organisés. Moi, je vois, pour être le représentant des coureurs sur le Tour de France, aujourd'hui, ils prennent énormément de choses en considération et on voit bien toutes les infrastructures qui sont mises en place pour les coureurs et l'information. Donc ça, c'est un point en termes de matériel qui est mis à disposition de la sécurité sur les organisations de course. On voit que ça soit les tapis. Aujourd'hui, les tapis, et il va y en avoir de plus en plus parce qu'il faut aussi le temps de pouvoir mettre en place cet investissement parce que c'est pas anodin, hein. Un tapis de sécurité, c'est plus de 150 euros. Donc, sur une épreuve, il vous en faut des fois une centaine, hein, sur une course sur 200 kilomètres de ligne de linéaire. Et on peut pas mettre des barrières pendant 200 kilomètres. Donc, on est contraint à ce genre de choses. On voit les banderoles. Vous savez, les banderoles qui sont mises en place noir et jaune. Ça a aussi eu un impact en termes de communication. La panoptique que je viens d'exprimer tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental, de pouvoir bien la placer
Et ça c'est quelque chose qui aussi va apporter aussi quelque chose d'important. Ça existait déjà sur World Tour, mais ça va apporter quelque chose de fondamental pour les classes 1 et les Pro Series. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a la réglementation. On a vu que les cartons jaunes et autres, ça a quand même apporté un bénéfice. Alors nous, on est assez sceptiques là-dessus. Même, on n'est pas sceptique sur la mise en place des cartons jaunes et tout. On est assez, comment je pourrais dire, critique sur des fois, sur la mise en place, c'est-à-dire la déclaration de carton jaune sur certains cartons jaunes qui pour nous sont litigieux quand même, où on a tendance à sortir un carton jaune un petit peu facilement sur un certain nombre de domaines, sans même avoir eu la possibilité d'avoir eu les acteurs qui puissent expliquer les gestes qui ont été sanctionnés. Voilà. Mais c'est un peu à l'image d'un penalty sur un match de football où ben il y a peut-être pas carton, il y a peut-être pas faute, et voilà. Donc il faut aussi reconnaître que le métier, oui, la mission d'arbitre, elle est pas simple. Et donc il faut être respectueux vis-à-vis de ça aussi. Mhm. Oui, bon, on a aussi beaucoup de personnes qui critiquent le fait que, enfin, par exemple, cette année, si je me trompe pas, il n'y a eu aucune suspension due à des cartons jaunes, si ce n'est Oscar Riesebeek pendant une semaine, un truc comme ça, si en courant juin, si je dis pas de bêtises. Enfin, le fait que du coup les sanctions ne soient pas assez sévères, qu'il faille un trop grand nombre de cartons jaunes avant d'être suspendu. Je crois qu'il y a un coureur comme Daniel Van Poppel qui a eu quoi, 4 cartons jaunes cette année, qui n'avait pas eu de suspension. Est-ce que c'est aussi Je suis votre point moins de vue? catégorique que vous. Ok. Un exemple, parce que la règle, elle est assez simple, hein. C'est un carton jaune, deux cartons jaunes, suspension. On est d'accord Si c'est sous sur les la même 30 jours. course. Oui, Non, alors, sur 30 jours. oui, c'est vrai. Sur 30 jours, c'est-à-dire vous recevez votre carton jaune et vous ne devez pas en recevoir durant les 30 prochains jours, sinon vous avez 15 jours de suspension. Sur une course identique, c'est deux cartons jaunes hors course. Ça veut dire que lorsque vous avez un carton jaune, ce qui a été le cas, on va prendre le cas de Brian Cocard sur le Tour de France, son carton jaune, et c'est un exemple type où le coureur qui a chuté sur l'incident qui a pu être causé avec Brian Cocard dit lui-même que Brian n'était pas fautif sur cet accident. Bon, ben Brian Cocard a reçu ce carton jaune, fini, hein. Là, ça veut dire que pendant 3 semaines derrière, enfin un petit peu moins de 3 semaines, interdiction d'avoir une autre faute, hein. Parce que je peux vous dire qu'un coureur qui viendrait à être suspendu pendant 15 jours, donc d'avoir eu ces deux cartons jaunes sur un grand tour, déjà, hein, ça serait le premier. Donc en termes d'image, ça serait extrêmement négatif. Mais même pour l'équipe, hein, d'avoir un coureur en moins, c'est dramatique, hein. Donc non, non, moi je suis moins catégorique que peuvent peut-être le penser certains, mais je trouve que moi d'ailleurs j'étais assez partisan d'avoir une mise à zéro au milieu de Tour de France. Un exemple, un carton jaune au début puisse être éliminé au milieu du Tour de France, un peu à l'image de ce qui se fait dans les autres sports. Dans la Coupe du Monde de foot, par exemple, lorsque vous passez les quarts de finale, on remet tout à zéro. Voilà. Mhm. Bon, on pourrait parler du sujet de la sécurité pendant, pendant des heures, c'est forcément très intéressant. Une autre mission, bien sûr, de l'UNCP, du CPA et compagnie, c'est d'accompagner les coureurs. Ben, là, on voit qu'il y a une période assez compliquée avec deux équipes qui disparaissent. Enfin, Arkea qui disparaît et l'Auto Intermarché qui fusionne. Donc, forcément, il y a ben, près de 60 coureurs qui se retrouvent sur le carreau. Vous, là-dedans, quelle est bah, déjà votre vision et quel est votre rôle d'accompagner les coureurs dans ce processus qui est très compliqué? Bah, ma vision, on connaît tous la conjoncture actuelle, surtout en France, vu la situation de notre gouvernement et à partir du moment où il y a
Cette problématique, eh bien, le monde de l'entreprise est directement impacté, hein. On voit bien, on entend bien, hein, que l'ensemble des entreprises euh, stagnent en termes d'emploi, sont très frileux par rapport à la conjoncture et à la suite à mener politiquement pour leur entreprise. Donc, à partir du moment où les entreprises sont frileuses, eh ben, tout de suite, ça rejaillit sur le monde sportif parce que nous sommes tributaires des budgets de communication, des budgets de marketing, de publicitaires. Et à partir de là, eh ben, on voit bien que Manu Hubert a eu énormément de difficultés à pouvoir sensibiliser un chef d'entreprise à pérenniser son aventure. Donc je ne suis que comme beaucoup d'entre nous, un spectateur de cette situation-là, parce que j'ai aucun moyen et aucun levier pour pouvoir intervenir sur ce genre de choses. La seule chose que je peux faire aujourd'hui en tant que président d'un syndicat et représentant des coureurs, c'est d'apporter des éléments auprès des différents ministères sur la conjoncture et sur le modèle administratif que peuvent subir les équipes professionnelles françaises sur l'échiquier mondial. Parce on ne concourt pas du tout au même niveau que les structures étrangères. De par notre statut de salarié qui coûte beaucoup aux entreprises cyclistes, aux structures cyclistes, parce qu'on se retrouve face à des équipes étrangères qui ont un statut d'indépendant et qui n'ont pas du tout les mêmes charges à supporter financières qu'une équipe française. Mais ça, on le dit tout le temps, hein, Marc Madiot le dit, l'ensemble des équipes françaises le disent, et pas que dans le cyclisme, pour être le représentant de l'ensemble des sports, c'est exactement la même chose partout. Donc, c'est un vrai problème. Et c'est lié aussi à notre modèle économique structurant de notre sport cycliste qui existe depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que peut faire le syndicat pour accompagner les coureurs? Eh bien, d'abord, on est là pour faire respecter leur contrat de travail, parce qu'ils ont des contrats de travail, ils ont des CDD. Et en l'occurrence, un CDD se doit d'être respecté jusqu'au terme du contrat. Donc là, on va être là et on va être auprès d'eux comme on l'a été sur d'autres situations et de les soutenir juridiquement sur le fait de faire respecter ces contrats. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on met en place des formations pour leur reconversion. Donc, tous les coureurs, je dis bien tous les coureurs, sont accompagnés, quelque équipe que ça soit Continental, Pro Team ou World Tour, sur des projets de formation, de reconversion. Et d'ailleurs, quand je parlais durant leur carrière, là, courant du mois de novembre, nous allons avoir deux formations pour les néo-pros. Donc ça fait déjà depuis plus de 10 ans qu'on a mis ce genre de choses en place. Ça veut dire que là, aujourd'hui, pratiquement tous les coureurs français du peloton sont passés par cette formation. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça leur donne l'opportunité de connaître leurs droits, mais aussi leurs devoirs, hein, parce qu'il n'y a jamais des droits sans des devoirs. Donc, de les mettre au fait de tout ce qui va les encadrer, les entourer durant l'ensemble de leur carrière. Donc voilà. Donc on a du travail, hein, on a du travail parce que le juridique c'est quand même lourd. Et puis derrière, on a la chance de cet associé, enfin associé, d'avoir un prestataire auprès de nous sur tout ce qui est reconversion. Et donc, on les dirige et auprès de ce prestataire pour que
bien sûr avec nous en bonne collaboration pour pouvoir les accompagner au mieux sur sur leur projet après carrière. Mais il y en a qui vont continuer, qui vont rebondir. Là, il y en a qui rebondissent dans des équipes de moindre importance, mais en espérant pouvoir rebondir derrière, ou alors dans le monde amateur pour les plus jeunes. Mhm. Mais Ouais, on est là, à partir du moment où ils nous contactent, on est auprès d'eux pour les accompagner. mhm. Ouais, voilà. Plein de sujets super intéressants à aborder. On va vous laisser tranquille en tout cas. Merci d'avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu. En espérant du coup que que tous ces problèmes-là s'améliorent. Voilà, même si sur certains trucs on comprend que c'est déjà en bonne voie. Merci beaucoup Pascal Chanteur. Si je peux juste rajouter une Allez-y, pas chose, de ce qui est souci. important aussi, c'est que quand on a des coureurs aussi qui sont en difficulté d'ordre de santé suite à un accident ou d'autres, on est aussi auprès d'eux pour les accompagner et pour pouvoir leur, leur trouver des passerelles avec les professionnels de la santé pour pouvoir les accompagner dans leur démarche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci encore à vous. Et puis, on a quand même la chance d'aimer ce sport et de pouvoir y contribuer pour le faire évoluer dans les meilleures dispositions. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.